Leçon numéro 1. Plus j'arrête d'être con, plus je gagne de l'argent. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus j'arrête d'être con, plus je gagne de l'argent. Charlotte en sera témoin. Elle est là. Je peux être très obstiné, très borné et vraiment avoir des idées à la con de je veux faire les choses comme ça et pas autrement. Ça s'appelle être con. Et plus j'arrête d'être con, plus je gagne de l'argent. Donc con, ça veut dire obstiné. Et ça veut dire aussi faire passer mon ego avant mes objectifs. Et je vais prendre ma mind map que je n'ai pas prise, parce que je ne me rappelle plus de mes notes. Hop là. Tac. Tac. Si jamais j'ai oublié des choses. Je vais vous expliquer tout de suite en fait ce que ça veut dire par là. Je me souviens par exemple, en début d'année, c'est en début d'année 2024, je voulais pas faire de pub, Facebook Ads, tout ça, je disais non, c'est mort, je veux pas faire de pub, Tom en est témoin, parce que, je sais plus à qui j'en avais parlé, c'était peut-être à Fred, un ancien du Mastermind, parce que je voulais pas faire d'ads pour des raisons à la con, et la première étant, je veux réussir à faire plein d'argent sans faire de pub, pour pouvoir dire aux gens que j'ai fait plein d'argent sans faire de pub. Ce qui, en soi, est un succès cool, mais moi, mon objectif, c'est de faire plein d'argent. En fait, on s'en fout de faire de la pub ou pas. Ce qui fait que, à terme, j'ai fini par faire sauter ça quand j'ai vu que si je faisais pas de pub, j'allais fermer ma boîte. Donc j'ai fait de la pub et j'ai gagné de l'argent. Magie, comme quoi. Quand on arrête de s'obstiner sur des trucs comme ça, on gagne de la thune. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on est ferme et arrêté sur des choses. Moi, là, c'était vraiment une connerie. Sans doute, vous en avez d'autres qui sont quand même probablement plus justifiés que ce que je viens de vous sortir. Mais, justement, dans le fond, quand on se repose vraiment sur nos objectifs, sur ce qu'on veut dans la vie, et pas juste des objectifs business de « je veux réussir sans faire de pub », c'est là qu'on se rend compte que tous ces blocages et toutes ces choses qu'on veut pas faire, en fait, on s'en fout totalement. C'est juste quelque part que soit on a peur de les faire, soit on a peur de l'image que ça va donner de nous, soit on est juste con comme moi, quoi. Ça, c'est un point important. Et un point sur l'alignement, parce que là, vous allez me dire « ouais, mais PV, si je suis pas aligné sur ce que je fais, enfin, si je suis pas aligné dans cette action, j'ai pas envie de la faire. » Carrément, c'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est comme les enfants qui n'aiment pas les haricots verts alors qu'ils n'ont jamais goûté. C'est-à-dire que quand on ne veut pas faire un truc avec lequel on n'est pas aligné tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on est aligné ou pas avec. Est-ce que je suis clair? Ok. Donc la première chose, alors après il y a une manière de faire les choses. Je ne vous dis pas, vas-y, faites de la pub, soyez bourrin, dites aux gens tu vas gagner 10 000 € par mois la semaine prochaine. Non, je ne vous dis pas de faire ça. Vous pouvez essayer, ça se trouve que vous serez aligné avec. Il y en a qui le sont, j'en fais pas partie. Néanmoins, ce que je vous invite à faire sur certaines actions, donc parfois c'est la pub, parfois c'est un type d'offre, parfois c'est un type de communication, de ne pas vous laisser freiner en fait par juste « moi je fais pas ça ». Le « moi je fais pas ça », c'est l'ego qui parle et c'est bien d'aller creuser justement qu'est-ce qui dit l'ego dans ce « moi je fais pas ça » et est-ce que ça vaut pas le coup de le faire par rapport à vos objectifs. Vous ne saurez pas si vous êtes aligné sans essayer. C'est donc une question de croyance. Et pour ça, des petites questions à vous poser par rapport à ce que vous ne voulez pas faire. Quelle croyance avez-vous dessus? Il y a même un petit truc rouge comme ça. Quelle croyance avez-vous dessus? Est-ce que ces croyances sont vraies? Quelles sont les preuves que c'est vrai? Quelles sont les preuves que c'est faux et que l'inverse est possible, en fait? Et de quoi avez-vous peur en le faisant? Le plus important. Ça, vraiment, sur chaque chose que vous ne voulez pas faire, je vous invite à creuser. Quand quelqu'un vous dit « tiens, tu devrais essayer ça » et vous lui dites « non pour telle raison », là, vous allez en avoir pendant 2 jours, je vous inviterai à revenir à ça, au maximum. Ça, c'est pour première chose. Plus j'arrête d'être con, plus je fais de l'argent. Tu peux mettre en arrière Merci. Moins force? Ok. Ok. C'est bon, c'est moins fort. Tu me diras dans 5-10 minutes si c'est mieux. Et en parlant de croyances, leçon numéro 2. Plus je trouve de preuves que j'ai tort, plus je gagne de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Histoire.
histoire. Il y a 2 semaines, j'étais persuadé qu'un mastermind, ça ne pouvait pas dépasser 30-40 membres. En ce moment, on est 20 dans le mastermind. Moi, je me disais, franchement, ça fait 30-40 membres max. Après, je peux plus. Donc, c'est soit j'explose mes tarifs et je sors de mon marché, soit je vais faire 300 000 balles par an et c'est tout ce que je peux faire. Ce qui est déjà pas mal en soi, je m'en satisferais très bien. Maintenant, ça fait quelques semaines que je suis un peu plus en mode, ok, j'ai bien envie de déchirer les trucs et de m'acheter une grosse maison. Et même de taper le million juste pour le fun de taper le million parce que là, pour le coup, ça m'amuse. Je pense que c'est ça. Et c'est là que j'ai rencontré un mec. Il y a 2 semaines, j'étais en mastermind du coup. En tout cas, par rapport à ça, c'est un mastermind tel que avec la méthode de livraison que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire les zooms toutes les semaines, les formations et les rencontres comme ça. Je me disais 30-40, c'est le max. Et cette croyance, forcément, ça freinait mon développement puisque je me disais, super, tu vas t'arrêter à 30 membres et puis après, tu vas prendre tes vacances. Et surtout, ce que je me disais le plus, c'est qu'au-delà de 30-40 personnes, les gens pensent plus que c'est un mastermind, en fait. Si tu dis on est 100, on va dire c'est plus un mastermind. Ça, c'était ma croyance. À partir de plus de 30 personnes, c'est plus un mastermind, c'est un genre d'accompagnement. Ce qui est un peu vrai. Et moi, ça, par rapport aux pistes que j'ai de développement sur les 2 prochaines années, parce qu'on n'en est pas encore là, je vais pas faire rentrer 300 personnes la semaine prochaine, je vous rassure. Par rapport aux pistes de développement que j'avais, je me disais, moi, j'ai pas envie de changer le nom parce qu'aujourd'hui, j'ai un product market fit. En fait, quand je vous communique le mot mastermind, je sais que sur une cible comme vous, ça vend bien. Si je commence à sortir accompagnement, ça vend toujours, mais je sors un tout petit peu du product market fit je balance le mot mastermind et je fais des ventes et j'ai des leads faciles. Bref, tout ce qui a fait que ça a bien marché pour moi sur les 12 derniers mois. Donc, j'ai pas tellement envie de sortir de ce nom. Donc, PB, il est bloqué. J'aurais dû mettre une slide où je suis triste. Mais c'est là que j'ai rencontré un mec il y a 2 semaines en mastermind. Ce gars était également dans un autre mastermind. Ça fait beaucoup de mastermind, cette histoire. Et c'était un mastermind sur le rachat d'entreprise. Donc un truc d'un Américain, si je dis pas de conneries. Et c'est là qu'il m'a dit, ouais, du coup, je suis dans ce mastermind et on est 300 dans ce mastermind. Et là, je me suis dit, ok, c'est donc possible d'avoir un mastermind de 300 personnes. C'était un mastermind qui coûtait environ 12 000 balles, donc je sais que j'ai aussi de la marge de manœuvre sur mon tarif. Et ça représente, en fait, 300 personnes fois 12 000, ça fait quand même 3 600 000 à l'année. Alors, je dis pas que je vais avoir 300 personnes dans mon mastermind, mais je me dis que j'ai quand même une belle courbe de développement devant moi et que c'est pas aux 30 membres que je vais me retrouver coincé et que c'était totalement une croyance, en fait. Et surtout dans la méthode de livraison, où le gars qui a ce mastermind fait exactement la même chose que ce que je fais, c'est-à-dire il y a les office hours 1 fois par semaine. Alors nous, c'est déjà 2 fois, c'est encore mieux. Mais il fait ses office hours et ça suffit. Et les gens payent 12 000 balles pour ça. Donc déjà, ça remet un peu en question ce qu'on peut croire sur nos produits et sur ce qu'on peut faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ce qui nous freine le plus, c'est nos croyances sur ce qui est possible ou non. Waouh, much inspirant. Mais c'est une réalité. Et en fait, notre job, ça doit être de chercher constamment, et c'est pour ça que vous êtes dans cette pièce, et c'est une bonne chose, des preuves que nos croyances sont fausses, en fait. Moi, je croyais vraiment que je pouvais, au-delà de 30, c'était terminé, fin du game, peut-être 40, allez, merci. Il y a un gars qui m'a prouvé qu'à 300, c'était possible. C'est-à-dire que moi, je peux trouver ensuite mon delta qui va me plaire entre 30 et 300. Je dis pas que j'ai envie d'aller à 300 pour autant. Mais je me dis, OK, si j'ai envie d'accompagner 100 personnes en même temps à l'année, je peux, quoi. Et c'est ce que je vous invite à chercher constamment, que ce soit pour vos offres, vos programmes, vos actions, qui peut me prouver qu'en fait c'est possible. Parce que ça semblait impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Nelson Mandela. Ah, il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. C'est pas Nelson Mandela, c'est totalement Morgan Freeman. C'était pour la blague. Il y en a qui suivent. Parfait. Hop là. Du coup, notre job, ça doit être de chercher des preuves que nos croyances sont fausses. Constamment. Moi, c'est ce que je recherche tout le temps. Je vais justement dans les masterminds pour me dire, OK, je pense ça, je veux que quelqu'un me prouve le contraire parce que je veux cet objectif, en fait. Je veux atteindre ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une mission dans ma boîte, c'est de faire 1 million en bossant 20 heures par semaine pour prouver aux gens que c'est possible et qu'on arrête de dire, il faut travailler beaucoup pour faire 1 million parce que ça m'énerve. Pour l'instant, je connais personne qui l'a fait. Je vais le faire. Ou alors je vais rencontrer un mec qui l'a fait. Et puis c'est tout. Et puis voilà. C'est ce que je vous invite aussi à faire toujours dans vos business. Si vous avez un objectif que vous pensez être impossible,
Eh bien, écoutez Nelson Mandela. Leçon numéro 3. Est-ce que ça va jusque-là? Tout est clair pour vous? Trop bien. Moi, je suis dans les temps. Leçon numéro 3, là, on va rentrer sur des aspects quand même un peu moins inspirants, un peu plus pratico-pratiques. Plus mon produit est excellent, plus je gagne de l'argent. On a tendance à beaucoup se pencher sur notre offre, notre cible, ce qui est une très bonne chose, jusqu'à parfois en oublier un petit peu trop le produit. Alors qu'un excellent produit, ça se vend tout seul. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire ce que c'est qu'un produit excellent, parce que c'est pas juste un super produit avec plein de trucs dedans. Non, un excellent produit, déjà, avant de vous dire ce que c'est, un excellent produit vous permet d'avoir plus de résultats et plus vite donc, pour vos clients, déjà, ça c'est une première chose. Donc moi tous les trimestres, j'ai un objectif sur mon tableau d'objectifs qui est tout constamment d'améliorer le produit. Je ne reste jamais satisfait de mon produit. Là, vous l'avez vu récemment, on rajoute au fur et à mesure dans le mastermind ce qu'on appelle les playbooks, que ce soit Facebook Ads, on va aussi en rajouter sur le copywriting, des choses comme ça, pour que ce soit plus simple pour vous et plus rapide d'avoir des résultats. Et surtout, un excellent produit, c'est un marketing simplifié. C'est-à-dire que quand vous avez un super top produit, vous avez juste à en parler et les gens achètent. Pourquoi ? Parce qu'au terme de discours marketing, ça coule tout seul. Mais, il y a un mais, pour que le discours marketing coule tout seul, il faut quelque chose. Ce quelque chose, je vous le dévoile dans un instant. Et du coup, un excellent produit égale plus de ventes, tout naturellement. Maintenant, un excellent produit, c'est 4 choses. Et ça peut être encore 40 000 choses, mais j'en ai retenu 4 qui sont les principales. La première, c'est qu'un excellent produit, il est subordonné au marketing. Et c'est ça qui va faire que le marketing est fluide. Quand je dis subordonné au marketing, ça veut dire que vous allez d'abord penser votre produit en termes marketing, et ensuite, vous allez le créer ou le modifier en conséquence. En fait. C'est d'abord, on va chercher ce que les gens veulent, ce que les gens n'ont pas. On va créer un produit à partir de ça, et là, le marketing va être fluide. Comme c'est le cas du mastermind, où il y a un an, il n'y avait pas tellement grand monde sur le créneau des business qui font entre 30, 50 000 et 200 000. Je me suis dit, super, il n'y a personne. Je vais faire un produit. Et voilà, ça s'appelle le mastermind et ça cartonne et vous êtes là et je suis super heureux de vous avoir. Donc, un excellent produit est toujours subordonné au marketing. Dans les grosses boîtes, que ce soit des boîtes éventuellement pharmaceutiques, mais ce n'est pas le meilleur exemple. Moi, j'aime mieux l'exemple de tout ce qui est beauté, crème et choses comme ça. C'est le département marketing qui va voir le département produit et qui va leur dire « Est-ce que vous pouvez faire ça ?» Et le département produit va dire « Putain, c'est la merde, mais on va essayer de le faire quand même. » Et parfois, ils le font et ça cartonne. Et parfois, c'est aussi le département produit qui trouve un truc, il dit « Ouais, on a fait ça », qui va voir le marketing, qui leur dit « Est-ce que vous pouvez le vendre ?» Et le marketing, il dit « Ça se fait aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué quand ça part du produit que quand ça part du marketing. » Deuxième élément, et je vous parle de tout ça parce que je sais que ça en concerne certains ici, un excellent produit contient un mécanisme unique, une méthode. Le mécanisme unique, je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours. Votre produit, c'est pas une formation, c'est pas un accompagnement, c'est pas un membership. Votre produit, c'est une solution à un problème et qui contient une méthode. En outre, si je prends l'exemple du membership, c'est très simple. La méthode, c'est des posts prêts pour toi. Tu vois. C'est quand même un mécanisme unique, easy, tranquille, tu as des posts faits. Dans de la formation, ça peut être, ça on en parle régulièrement toutes les semaines, mais c'est les 2, 3, 4, 5 étapes de ce que vos prospects, vos clients doivent faire pour avoir les résultats qu'ils veulent. Et c'est ces choses-là que les gens vont acheter. Ils ne vont pas acheter une énième formation, ils ne vont pas acheter une énième promesse. Aujourd'hui, le marché est de plus en plus concurrentiel. Et si vous n'avez pas un mécanisme unique, une méthode, les gens vont nous dire pourquoi je devrais acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il y a un enjeu de marketing où ce mécanisme unique, cette méthode, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui doit être soit nouveau, soit plus facile, soit plus efficace que tout le reste pour avoir les résultats qu'on veut. Et s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez passer du temps, c'est vraiment ça. Un excellent produit, ça donne à vos clients exactement ce dont ils ont besoin. Pas trop. Ça, demain, il y a Marc qui va nous rejoindre. J'en parlais avec lui, donc Marc de Marketing Mania.
où on parlait de son produit, et je pense que Guillaume, ça te concerne aussi, où ils aident des copywriters aujourd'hui à se vendre. Donc, ils forment des copywriters, ils leur montrent comment se vendre. Et eux, la méthode pour se vendre, c'est prospection, prospection, prospection. Rien d'autre. Donc, peut-être que toi aussi, c'est prospection, prospection, rien. Que ça, que ça. Pas de réseaux sociaux, pas de pub, rien d'autre, juste prospection, pour que les gens soient appliqués à faire une seule tâche. Je donne un exemple. Bon, ça s'était bien vendu malgré tout parce qu'on avait une grosse audience, mais quand j'avais bossé avec Kiffe ton cycle, on vendait un truc sur un produit vraiment pour réduire, on va dire, le syndrome prémenstruel. Dans notre solution, on avait 40 000 solutions, ce qui était moins facile à vendre, mais il fallait faire d'un côté des trucs où il faut se frotter, mieux manger, faire du sport, bref, on avait plein de solutions à un problème. Le plus simple est d'avoir une solution à ce problème et d'aller à fond dessus. Bon, là, c'était dans le cadre de la santé, donc c'est pas le meilleur exemple. Effectivement, c'est un tout. Mais plus vous allez donner exactement ce dont vos clients ont besoin, mieux ce sera, parce que moins ils vont se perdre pour appliquer votre mécanisme unique. Et enfin, un excellent produit, il est régulièrement challengé quand même. C'est pour ça que nous, tous les 4-6 mois, on vous envoie un questionnaire de satisfaction pour calculer notre NPS. Qu'est-ce que c'est le NPS? C'est le Net Promoter Score. C'est est-ce que vos clients sont prêts à vous recommander ou non. Vous pouvez faire une recherche sur Google, ce que c'est que le NPS, comment le calculer. Ça se fait en 2 secondes. Et avec un objectif justement d'avoir un NPS. Nous, sur nos marchés, je pense que le chiffre à voir, si je dis pas de conneries, mais à vérifier quand même en faisant une petite recherche, c'est un chiffre qui va être 60 environ de satisfaction. Je vous laisserai voir des articles pour savoir comment calculer ça et à quoi ça correspond. Et du coup, est régulièrement challengé. Pourquoi? Parce que tous les mois, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, qui font mieux, plus rapide ou plus efficace et qui sont meilleurs en marketing que nous, parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur en marketing que nous. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement adapter notre produit à ça. C'est comme ça que parfois, au bout d'un moment, certains business périclitent parce qu'ils ont le même produit pendant 2 ans. Évidemment, là, ça concerne beaucoup les programmes d'accompagnement. Si vous vendez des formations en ligne en autonomie, un petit peu moins. Néanmoins, un excellent produit. Ça mange pas de pain, même en autonomie. Leçon numéro 4. Plus je vends cher, plus je gagne de l'argent. Celle-là, elle va venir vous chercher. Hein. Alors, certes, tac. Ah oui, un dernier point quand même sur le produit. Faut pas attendre qu'il soit excellent pour le vendre non plus. C'est une poursuite à avoir. Si vous vous dites il faut que j'ai un bon produit pour le vendre, il va jamais se vendre. C'est une poursuite à avoir à partir du moment où il est vendu. Donc, plus je gagne de l'argent, plus je vends. Plus je vends cher, plus je gagne de l'argent. Effectivement, le calcul est simple ici. Pour ça, je me rappelle d'une anecdote également avec Marc que vous verrez demain. Moi, je me souviens, il y a à peu près encore 6 mois, j'étudiais les pages de vente d'un entrepreneur américain qui s'appelle Ramit Sethi, que je kiffe, qui est un mec super fort et qui est super fort en copywriting. Si vous voulez voir des bonnes pages de vente, les siennes, elles tuent tout. Et il vendait une formation en ligne, pas très longue, 5 à 10 heures, sans accompagnement, sans communauté, sans appel de vente, à 7 500 $. Je me suis dit, waouh! C'est énorme. J'ai tout de suite envoyé un message à Marc pour lui en parler, pour lui dire, mais regarde ça, qu'est-ce que t'en penses? Les trucs sur lesquels on a mis le doigt, c'est que le marché américain, c'est pas notre marché, ils consomment pas comme nous, donc effectivement, 7 500 $, ça part. Néanmoins, j'ai suivi aussi un autre marketeur francophone, cette fois-ci, qui s'appelle Greg Lagrange, qui vend un truc équivalent, il le vend 5 000 $, sans souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de clients, c'est vrai, sauf que le CA derrière est énorme, donc c'est pas tellement grave. Moins de clients, plus de CA, et à partir du moment où on a la bonne offre, ça vend. Pourquoi je vous dis ça? T'as froid encore? Tu veux que je... Ok, ça marche. Ok. Je coupe un peu. Pardon. Je coupe. Si après c'est trop chaud, vous me dites. Ah oui. Leçon numéro 6, plus Benjamin a froid, plus je gagne d'argent. Du coup,
Donc moins de clients, plus de CA, donc ce qui est quand même quelque part plus tout bénef. Il y a moins de personnes à accompagner, ça vous fait gagner plus d'argent, vous faites moins d'efforts et vous passez plus de temps à vous reposer. Et c'est plus facile. Un exemple récent. Ça, c'est moi qui me fais mon petit kiff et qui va plaire à Guillaume aussi. On n'est pas dans l'accompagnement, mais c'est pas grave, les principes sont les mêmes. Et j'aime bien aller chercher justement sur d'autres marchés. La PS5 Pro, annoncée récemment, sortie la semaine dernière, annoncée au tarif de 800 balles. Qu'est-ce qui s'est passé quand PlayStation a annoncé la PS5 Pro à ce tarif indécent? Parce que c'est indécent. Hein. Même moi, j'étais là, ma PS5, je l'aime d'amour, mais là, c'est un peu cher. Et ben, tout le monde était en mode ouin, c'est trop cher, ça va pas se vendre, c'est de la merde. Ça n'a pas empêché déjà la console de se vendre parce qu'ils ont été chercher la petite part de gamers les plus énervés auprès de qui ils pouvaient faire de la thune. Et surtout, après, c'est sûr que c'est plus dur à vendre. Qu'est-ce qu'a fait Sony pour rattraper ça? Peu importe le tarif, et c'est pour ça que c'est qu'une question d'offre. Sony, 10 jours après, annonce la PlayStation Anniversary, qui est un peu la même chose, mais avec le style de la toute première PlayStation. Donc celle des années 90, qui était grise comme ça, avec des touches colorées comme ça, bref, un truc gris quoi. Instantanément, il n'y avait plus de problème de tarifs ou quoi, tout le monde voulait se jeter sur cette PlayStation. Moi le premier, mais j'étais en Zoom avec vous, du coup j'en ai pas eu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est toujours une question de produit, d'offre, de packaging. En tout cas, c'est toujours une question de produit et d'offre. C'est-à-dire que la même chose, avec juste un machin gris dessus, ils la vendaient 1100 balles. Ils ont utilisé un autre élément qui est celui de la rareté, puisqu'ils les ont mis genre à je sais pas beaucoup d'exemplaires, moins de 100 000 exemplaires. Donc forcément, ça s'est arraché en 3 minutes. Néanmoins, s'ils en avaient mis plus d'exemplaires, ça se serait toujours arraché. Pourquoi? Parce que l'offre est bonne, ça joue sur la nostalgie. Tout le monde veut la vieille PlayStation, c'est trop stylé dans son salon. Enfin, tout le monde. Les gens qui aiment bien ça, quoi. Et les gens un peu cinglés. Et ils ont fait du coup sold out en 3 minutes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, juste avant, est-ce que ça vaut pour tous les marchés? Du coup, oui, parce que là, je parle des PlayStation, mais ça vaut aussi pour chaque personne dans cette salle. C'est pas le prix qu'il faut baisser. C'est pas une question de prix. Si les gens se disent la PS5 Pro, elle est trop chère, faut pas baisser le prix. C'est l'offre et le produit qu'il faut améliorer. Toujours. Tiens, Brice, c'est pas le prix qu'il faut baisser. C'est toujours une question du coup d'offre. Et une offre, qu'est-ce que c'est? C'est le produit, c'est le packaging, c'est la garantie, c'est un nom. Là, la PS5 Pro, c'était juste, elle est grise. Et ça suffit à faire de la thune. Donc, c'est toujours une question d'offre et aussi de cible, où effectivement, la PS5 Pro à 800 balles, elle va cibler spécifiquement les plus énervés. La PS5 stylée grise, elle va concerner des mecs comme moi qui ont une PlayStation et qui se disent dans le salon, ça serait quand même chambé. Et voilà pour ça. Donc, j'avais une question de tarif, toujours une question d'offre et de cible. Et en parlant de cible, parce que je soigne mes transitions, leçon numéro 5, plus je m'éloigne de mes premiers clients, plus je gagne de l'argent. Celle-là, elle fend un peu le cœur, mais c'est marrant parce que je la disais déjà aux copywriters que j'accompagnais il y a 2 ans. Ça marche dans tous les business, en fait. Et c'est pas moins vrai, même si ça arrache un peu le cœur. Alors, à l'exception de Florent et Paul, qui sont toujours là après toutes ces années, ça fait plaisir, cœur love. Hein. Si vous voulez gagner plus, en fait, et vous faciliter la vie, vous allez devoir lâcher ce que vos premiers clients ont aimé. Le mastermind, par exemple, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec le mastermind tel qu'on le vendait il y a 1 an. Déjà, en termes de tarification, en termes d'accompagnement, ça a changé. Et ça se vend toujours très bien. Et ce n'est qu'un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que votre business, votre offre, vos produits, c'est comme une montgolfière, parce que je suis inspirant. Il faut lâcher des trucs pour s'élever, et parfois, ça va être lâcher certaines choses que vous faites. Je vous donne l'exemple du mastermind, où pendant les 6 premiers mois du mastermind, je faisais les relectures, pas en office hours, mais de façon privée, régulièrement. Ce qui me prenait un temps dingue, ce qui m'arrachait mon énergie, et qui me donnait envie de me tirer une balle.
et j'ai arrêté. Et grâce aux office hours, maintenant, c'est plus efficace. Ça aide encore plus tout le monde, d'ailleurs, parce que tout le monde peut en bénéficier en même temps. Et je peux faire plus de volume avec ça. Ce n'est qu'un exemple. Mais si vous faites justement des one-one, des analyses, lâchez ces choses-là, ça ne fera pas moins de ventes pour autant. Par contre, il va falloir trouver effectivement une solution pour faire ça d'une autre manière. Mais en tout cas, ce que vos premiers clients ont dit, ça, j'adore, il ne faut pas que ça change, que ce soit des caractéristiques du produit ou le tarif du produit, surtout, sont des choses que vous pouvez tout à fait changer et auxquelles il ne faut pas forcément s'accrocher parce que ce sont ces choses qui vont vous freiner plus tard. Et vos premiers clients vont vous freiner plus tard. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur par rapport à ça, qui me disait, lui, il est un peu plus hardcore que moi, mais il me disait, moi, mes premiers clients m'insultent, en fait. Parce que lui, il n'est plus du tout présent dans son programme, et que du coup, les premiers sont là. Moi, après, on est plusieurs années après, mais ne se retrouve plus dans la nouvelle version en fait, de son accompagnement. Nous, je sais que c'est le cas où du mastermind, certains des premiers clients ne se retrouveraient pas dans le mastermind que c'est aujourd'hui. C'est pas grave, on a aidé ces personnes, vous pourrez aider vos clients et ensuite d'autres clients, d'autres clients, d'autres clients. Il faut que vous avanciez et avec ça, les personnes que vous allez accompagner avanceront avec vous. OK ? La montgolfière. Leçon numéro 6. Plus je suis pointilleux sur les gens que j'accompagne, plus je gagne de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une bonne question, ça. Ça veut dire que je refuse l'argent de la majorité des gens qui veulent m'en donner, que ce soit aujourd'hui des copywriters, que ce soit des entrepreneurs qui veulent bosser avec moi pour quelconque raison, ou que ce soit des gens qui veulent rejoindre le mastermind, mais quand je vois leur profil, je me dis c'est à 60-70% un fit, donc j'en veux pas. Moi, je veux 90% un fit ou pas, en fait, tout simplement, pour pas me faire chier. Et c'est pour ça que je refuse la majorité de l'argent des gens qui veulent m'en donner. Dans le mastermind, je refuse à peu près au moins 50% des gens qui postulent. Même quand il y en a où je me dis ouais, franchement, ils ont la thune et ils veulent, moi je leur dis non, en fait, va plutôt chez quelqu'un d'autre, parce que je sais que moi ça me demandait plus d'efforts, plus de travail et que je suis pas la personne la plus appropriée pour ça. Et le plus d'efforts, plus de travail, on va y revenir dans un instant. Et je reviens toujours à ça, justement. C'est l'équation du client turbo idéal ou client PAF. Je pense que Valérie, tu es familière avec le client PAF. Parce qu'on en a parlé à ton immersion à Nice. Ouais. Tu t'en rappelles pas ? Ok. Le client PAF, c'est 3 choses. 2 choses que vous connaissez bien, une chose qu'on ignore souvent. C'est celui qui a un problème, je suis pas du tout au bon endroit avec mon truc, celui qui a un problème, du coup, douloureux, urgent, reconnu, comme souvent c'est Stan qui parle de ça, Marketing Mania, c'est un problème dur, douloureux, urgent, reconnu, la base. C'est celui qui est prêt à mettre de l'argent pour le résoudre, évidemment. C'est-à-dire que les Français de la CAF, c'est pas la meilleure cible, n'est-ce pas ? Et surtout, c'est celui qui est le plus facile à aider. Et en fait, on passe notre vie à creuser les 2 premiers points, alors que c'est le 3e qui change tout dans le business. Et moi, à chaque fois que je me suis posé la question de qui sont mes clients les plus faciles à aider, c'est venu me chercher, parce que je me disais, putain, la dernière fois, c'était il y a peut-être 6 mois, je me disais, putain, parmi les gens que c'est le plus facile à aider, j'ai que, c'est pas la majorité des gens que j'accompagne, en fait, les gens qui sont le plus faciles à aider pour moi. Et là, ça commence à... Je vois que j'ai un peu plus inversé la tendance. Il y a 1 an, les gens qui signaient chez moi étaient majoritairement soit des marketeurs, soit des copywriters, des choses comme ça, qui ne sont pas les gens les plus faciles à aider pour moi, par rapport à beaucoup de gens dans cette salle, où vous n'êtes pas du tout marketeur, c'est pas forcément votre tasse de thé. Le copywriting non plus. Et en fait, je peux accompagner les 2 cibles, mais je sais qu'il y en a une où le delta d'évolution va être beaucoup plus énorme. Si je prends un exemple, Florent, faire cartonner en copywriting, ça va, tu vois. Si je prends Pauline, quand on s'est rencontrés, le copywriting, c'était pas ton truc. Et aujourd'hui, tu as eu un delta énorme d'évolution.
Donc je me dis, il faut que je vise plus de Pauline quand même, parce que ce sera plus facile pour moi d'avoir plein de résultats. Ça, c'est pour l'exemple. Et ça peut pas mal remettre en question votre business. Parce que moi, quand je me suis posé la question il y a 1 an, je me suis dit, putain, merde, est-ce qu'il faut que je change tout dans mon business? Je vais accompagner là, c'est juste une minorité de gens. J'attire pas aujourd'hui la bonne cible. Ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de travail. Mais c'est ça qui fait que derrière, vous aurez des résultats beaucoup plus aisément. Et j'ai utilisé le mot aisément. OK pour vous? Juste quand tu dis le plus facile à aider, moi je l'avais compris à l'inverse. Je me dis, c'est plus facile d'aider un restaurant qui est déjà en coopérative, parce que du coup, il y avait plus de partie à travailler. Tout à fait facile à aider, c'est le plus grand résultat par rapport à sa situation initiale A, mais pas forcément par rapport à un objectif de tout le monde d'aller à la c'est n'importe quoi. Désolé, je prends un exemple au hasard. Mais supposons que Pauline était au niveau 2 et toi tu promets un niveau 10, et Florent il est au niveau 4. Pauline, c'est plus possible de donner, je sais pas, de 2 à 6. Je vois l'idée. Pour moi, c'est sur 2 échelles différentes, en fait, par rapport aux enjeux. C'est-à-dire que, je te prends un autre exemple. C'est plus facile pour moi de vous aider, vous, qui faites déjà de l'argent avec vos business. Je me dis, tiens, je vais cibler très spécifiquement 30 à 50 000 minimum, que quelqu'un qui fait 0. Parce que 0, je sais que je vais en chier, et tout le monde en chie sur les gens qui font 0 en général. Et je sais aussi que quelqu'un qui va faire plus de 300 000, ça va être compliqué en fait pour moi, parce que sur les enjeux business, c'est structuré. Après, c'est des enjeux un peu plus marketing, lancement, choses comme ça. Ils ont beaucoup d'enjeux de recrutement, de choses comme ça, qui sont moins ma tasse de thé, moins fun pour moi. Et du coup, je laisse les gens qui font plus de 300 000 à quelqu'un d'autre, tu vois, par exemple. Leçon numéro 7. Plus je suis compétent, plus je gagne de l'argent. Waouh, ça c'est surprenant aussi. Plus je suis compétent, plus je gagne de l'argent. Je vous dis ça parce que je sais que ça en concerne certaines dans le mastermind. Si la croissance de votre business dépend d'autres personnes que vous, alors vous êtes dans la merde. Pourquoi je dis ça? On a vu l'exemple dans le mastermind avec des media buyers, des CM. On en a parlé avec Alexandra, on en a parlé avec Pauline. Si vous laissez les tâches qui font croître votre business à quelqu'un d'autre et que c'est cette personne qui a la responsabilité de développer le business, mais que cette personne n'est pas compétente, alors vous êtes dans la merde. Pourquoi? Parce que est-ce que j'ai fait une slide pour ça? Non. Parce que malheureusement, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça sera plus pour le replay. La plupart des prestataires sont soit pas assez compétents, soit juste nuls. Et c'est une réalité, en fait. 80% des prestataires sur le marché n'ont pas les compétences ou pas assez de compétences par rapport à ce que vous voulez qu'ils fassent. Ça, c'est une réalité, il faut faire avec. Et ou alors, vous allez me dire que c'est une croyance et prouvez-moi l'inverse, mais du coup, amenez-moi à 10 000 prestataires compétents. Et du coup, ce que je veux dire, c'est à vous de faire croître votre entreprise. C'est-à-dire sur les enjeux aussi importants que la gestion, le marketing, un petit peu la compta, mais au moins le marketing, c'est à vous d'être dans le nez dedans. Est-ce que je l'ai noté celle-là? Tac, non. J'ai un ami, moi, qui m'avait dit, une fois en mastermind, déléguer, c'est pas abdiquer. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils délèguent et je veux plus rien savoir et puis je veux voir les résultats. Ça se fait à certains niveaux business, pourquoi pas, avec des gens compétents. Maintenant, par rapport au budget que nous, on a, par rapport à la majorité des prestataires, si on dit juste « fais les choses et moi, je veux voir les résultats à la fin », qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Aujourd'hui, vous voulez déléguer pour vous concentrer sur les tâches qui développent l'entreprise. Et donc, c'est à vous de devenir compétent sur ces tâches. Ne serait-ce qu'avoir les bases. Je ne dis pas devenez les Kingos du Facebook Ads. Mais si vous faites du Facebook Ads, maîtrisez-le un minimum. Ne serait-ce que pas pour pas vous faire enfumer par un prestat Facebook Ads parce que c'est des marketeurs et les marketeurs, ils aiment bien enfumer les gens quand même. C'est notre métier. Donc ça tombe bien, si vous êtes dans cette pièce, ça veut dire que vous avez compris ça parce que vous ne seriez pas là si vous n'avez pas compris que c'est à vous aussi de vous développer. Tâchez juste de ne pas l'oublier au fur et à mesure du chemin. C'est à vous de faire croître votre entreprise. Vous déléguez à des personnes qui vont vous aider à faire croître l'entreprise, mais c'est à vous de le faire en premier.
Et pour conclure, qui récapitule tout ce que je viens de dire, leçon numéro 8, plus je reviens aux fondamentaux, plus je gagne de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les fondamentaux, c'est les suivants. S'il y a un problème dans votre business, si ça ne vend pas, si vous ne savez pas quelle décision prendre, revenez aux fondamentaux. Il y en a au moins 6. Je vois que ça prend des photos et ça fait plaisir. Comme quoi, c'est une bonne idée de faire des slides avec des listes. Les fondamentaux, j'en ai gardé 6. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux-là pour moi les plus importants. Pour faire plus d'argent, c'est avoir plus de clients, vendre plus cher, augmenter le panier client. Si je peux pas avoir plus de clients, comment je fais pour vendre plus cher, augmenter le panier client? Si je peux pas vendre plus cher, comment je fais pour augmenter le client, avoir plus de clients? Bref, on joue sur les trois constamment. C'est vraiment ça le cœur du business. Le deuxième, c'est toujours revenir au client turbo idéal. Évidemment, quel est son problème? Qu'est-ce qu'il veut? Qui sont les personnes que je peux le plus facilement aider au tarif le plus élevé, en fait. Et juste, ne serait-ce que se poser cette question. Alors attention, je ne suis pas là pour remettre totalement vos vies en question et vos business en question, mais se poser la question de qui a un problème vraiment dur que je peux résoudre, a beaucoup d'argent et que je peux aider facilement, vous pouvez faire 360 sur votre cible en un instant. Et ça peut faire peur, vous pouvez vous dire, bon, je sais que c'est cette opportunité, vous pouvez y aller ou non, mais vous saurez que si vous y allez, vous aurez peut-être une vie plus facile. Troisième, comprendre la psychologie humaine et vendre aux gens ce qu'ils veulent, la base, via un message fort, ça on va en parler dans ces 2 jours ensemble, mais toujours comprendre la psychologie humaine. S'il y a un truc, et hashtag copywriting, s'il y a un truc sur lequel justement vous voulez monter en compétence, c'est cette partie-là. Mieux faire ce qui marche et se concentrer dessus, of course. Même quand quelque chose qui marche commence à plafonner, comment je fais pour continuer ce quelque chose qui marche et faire péter ce plafond sans aller faire un truc complètement différent. Et souvent, la solution lorsqu'il y a un plafond, genre on fait un truc qui marche, et puis ça va pas plus loin, c'est pas une question il faut faire des nouvelles offres, c'est pas une question bon, ça peut être une question j'ai pas bien compris ma cible, mais c'est pas une question de faire plus d'offres, c'est une question de devenir plus compétent, très très souvent, où en fait là, c'est juste nos compétences qui pêchent, en fait, et il faut juste qu'on devienne plus compétent pour pouvoir aller au next step, que ce soit compétent, par exemple, vous faites de la pub, ça marche bien, vous faites 300 000 € par an, c'est cool, c'est capé à 300 000 € par an, ok, au niveau du tarif, on peut ajuster certaines choses, mais en fait, on se rend compte que les pubs, elles sont un peu nazes, et que si on améliore les pubs, on va faire 600 000 en fait, être plus compétent en pub, par exemple. Et en parlant de ça, connaître ces chiffres, ça, c'est très important. Et ça, c'est, si vous voulez qu'on parle de tendance de marché des prochaines années, ça va tourner que autour de ça, au moins en 2025, 2026, je sais pas. Mais ces 2 choses-là, vous allez en entendre parler tout le temps. Donc, le CAC, le coût d'acquisition client. Combien ça vous coûte un client? Ça, c'est important sur la pub, mais même en organique, parce qu'on pense que l'organique, c'est gratos. L'organique, c'est gratos, c'est vous qui bossez dessus, c'est votre salaire et c'est vos heures. Donc, c'est absolument pas gratos l'organique. Donc, le coût d'acquisition d'un client, combien ça vous coûte d'avoir un client? Aujourd'hui, on est sur une tendance de marché où, comme il y a plus de concurrence, le coût d'acquisition client augmente pour tout le monde, d'où l'importance d'avoir un excellent marketing à l'entrée et des tarifs qui vont monter jusqu'à ce que mort s'en suive, ou en tout cas qu'une bulle explose, je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là. Mais le coût d'acquisition, aujourd'hui, est en augmentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet? J'avais un dernier point. Si c'est toi, par exemple, tu peux te faire un calcul, genre j'ai passé tant d'heures à créer mon contenu, voici mon salaire. Tu peux essayer de faire un rapport comme ça qui n'est pas idéal. Mais en tout cas, quel serait le plus simple? Oui, ça peut être une base. En tout cas, tu sais que c'est un coût ne serait-ce qu'en temps. Tu calcules ne serait-ce, ok, un client, là, ça m'a coûté tant de temps, tant de contenu, tant de choses comme ça. Évidemment, ce n'est pas les likes et les commentaires qui font ça, c'est plus regarder le nombre de contenus que vous faites. Sur le coût d'acquisition, j'avais un dernier point, il m'échappe, on pourra en reparler dans les 2 jours. Il augmente. Donc, il faut s'adapter. Ça va continuer d'augmenter, oui. Ça, c'est surtout pour ceux qui font de la pub.
Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais c'est celui qui est prêt à payer le plus cher pour un client qui gagne, en fait. Voilà. Faites les calculs derrière. Il faut pouvoir être capable d'être celui qui paye le plus cher pour avoir un client. Et là, mon regard se retourne vers Alexandra, où c'est pour ça que je te poussais à faire des paiements notamment une fois. Parce que quand on fait de la pub et des paiements en plusieurs fois, on n'a pas le budget d'acheter des clients chers. En fait, le budget ne vient pas assez vite. Versus, tu fais une vente à 5000 balles si un client te coûte 2000. Si tu encaisses tout de suite 5000, c'est bon, tu peux racheter un client potentiellement derrière. Et ça, je vous tease un peu la suite. Guillaume va aussi en parler demain parce qu'il y a d'autres calculs, pas mal pertinents par rapport à ça. Et la LTV, c'est la lifetime value, c'est-à-dire combien rapporte un client. Et l'optimisation, elle va se faire beaucoup sur ces deux choses-là. Combien je paye un client, combien il me rapporte. Et si vous faites de l'organique et que vous ne savez pas combien vous payez un client, optimiser combien il vous rapporte, ce sera toujours ce sera toujours la meilleure chose à faire, parce que peu importe que ce soit de l'organique, de la pub ou pas, c'est toujours 6 à 8 fois plus simple de re-signer un client existant que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc, c'est même pas plus simple, c'est moins cher. Donc, techniquement, vous savez que lorsqu'un client re-signe chez vous, vous venez de faire une affaire, en fait. Et c'est ce qu'il faut chercher. Et enfin, adresser les parts de marché peu sollicitées. Bon, ça revient un petit peu à ces choses-là, quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on tacle, beaucoup d'entre nous, on tacle des marchés où il y a du monde. Mais il y a dans ces parts de marché, il y a des trucs peu sollicités. Moi, je vous donne l'exemple du mastermind. Le mastermind, il n'y avait personne, ou en tout cas, à ma connaissance, peut-être une ou deux dans des recoins quelque part de la France. Mais personne disait je fais un mastermind pour les gens qui font au moins 30 000 euros jusqu'à 150 000 euros. Ok, j'ai taclé la part de marché qui n'était pas adressée, ça a très bien pris tout de suite. Vous pouvez vous dire ok, moi, j'ai une part de cible qui est là, que personne adresse, ou alors j'ai tel problème qui est adressé par personne par rapport à ma cible, je peux appuyer très fort dessus, en fait. Et c'est tout pour moi.